Dans un monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est aussi intriguant, rien n'est aussi fascinant et angoissant que le sentiment du mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. En 1941, une famille de Ruby Creek est chassée de sa ferme à la suite d'une vision d'horreur. Quel animal a laissé ses empreintes mystérieuses? Des vaches mutilées tombent du ciel. Une nouvelle plaie d'Égypte? Ça demande explication. Mais y a-t-il une seule hypothèse vraisemblable? En mai 2000, un policier à la retraite observe depuis sa maison en bordure du lac Memphremagog un étrange sillage. S'agirait-il de Memphré, le monstre des légendes amérindiennes? Des oiseaux géants, des Thunderbirds, ornent les totems des tribus de la côte ouest canadienne. Ces volatiles auraient-ils existé dans un passé récent? Des témoins jurent que oui. Chaque mystère recèle sa part d'inconnu. Rien n'est si angoissant et fantastique que l'inconnu. Ici Michel Dumont. Bienvenue à Dossier Mystère. À en croire la littérature, des hominidés géants, mi-homme, mi-animal, vivaient cachés dans les vastes forêts de la côte ouest du continent nord-américain, de la Colombie-Britannique à la Californie. Au Canada, on les surnomme Sasquatch, un terme amérindien qui signifie l'homme sauvage de la forêt. Mais au-delà des légendes, cet abominable homme des bois d'Amérique existe-t-il vraiment? Certains en sont convaincus. À l'automne 1941, près de Ruby Creek en Colombie-Britannique, un des enfants de la famille Chapman entre à la maison en annonçant qu'une grosse vache vient de sortir de la forêt. À la place d'une vache, Madame Chapman aperçoit une créature haute de 3 mètres dont le corps est couvert d'une fourrure sombre qui avance vers la maison. Ils prendront tous la fuite jusqu'au village de Ruby Creek en longeant la rivière Fraser. Vers 18 h, de retour à la maison, M. Chapman retrouvera celle-ci désertée. Un baril de 45 gallons, où il gardait du saumon fumé, est vidé de son contenu. À proximité, des empreintes de pieds de 40 cm de long. Par chance, il retrouvera sa famille saine et sauve, marchant à sa rencontre. L'incident attire l'attention de Joe Dunn, shérif dans l'État de Washington. Celui-ci s'intéresse à ces histoires de géants velus. Il dessinera et moulera ces traces de pas géants qui deviendront l'une des principales preuves de l'existence des Sasquatch. En 1967, Roger Patterson et Bob Gilman capturent ces images qui nous prouvent l'existence de ce que les Amérindiens appelaient le Sasquatch. Le film a été étudié par une foule de scientifiques qui ont conclu que cette créature était bien réelle. Mais il est vrai aussi qu'il y a eu de nombreuses affirmations contraires. Néanmoins, pour l'heure, toutes les études menées sur le film s'entendent à dire qu'il s'agit bel et bien d'un Bigfoot. Bigfoot pour certains, Sasquatch pour d'autres, le mythe semble devenu réalité. Si le nom de la créature diffère, la description qu'en ont fait les témoins est toujours la même, peu importe l'endroit où l'on se trouve. Le phénomène du Sasquatch est très intriguant. On le retrouve à peu près dans toutes les provinces canadiennes et dans presque tous les États américains.
Pourtant, et c'est le cœur du problème, malgré cette grande répartition, la créature ne laisse que très peu de traces derrière elle. En tant que biologiste de la faune, je dépends des empreintes que laisseraient par exemple des mammifères pour estimer leur nombre dans une région donnée. Nous ne voyons pas souvent d'ours ou d'autres petits mammifères parce qu'il s'agit surtout d'animaux nocturnes. C'est pourquoi nous dépendons des empreintes. Un premier témoignage nous vient de l'explorateur David Thompson, qui affirme avoir découvert près de Jasper en 1811, sur les pentes enneigées d'un glacier, toute une série d'empreintes géantes. Et, selon lui, ce n'était pas celle d'un ours ou d'un grizzly. Mais depuis ce temps, tous les cas rapportant des traces de pas géants n'ont pas toujours été dignes de foi, car nombreux sont ceux qui ont cherché la gloire et la popularité en créant eux-mêmes ces pieds géants sculptés dans des plaques de bois. Malheureusement pour eux, les moulages ont permis de faire la différence entre ces canulars et les véritables empreintes d'origine inconnue. Il n'en demeure pas moins que selon les experts, il faudra imaginer une créature d'environ 300 kilos pour laisser derrière elle des empreintes si troublantes. Dans plusieurs cas, il a été établi que les empreintes avaient été faites par un pied doué d'une articulation dynamique. Il a aussi été démontré que leur profondeur était plus prononcée que la profondeur d'une empreinte humaine. On a aussi observé sur de nombreuses empreintes des marques de poussée et un bris dans l'ossature de l'arche du pied. Tous ces détails indiquent que ces traces n'ont pas été faites par des hommes. Nous n'avons pas ce genre de bris dans l'arche du pied, comme celui visible sur certaines empreintes de Sasquatch. Ces moulages présentent de nombreuses caractéristiques montrant différents aspects dans l'anatomie du pied du Sasquatch. L'un d'eux est le gros orteil légèrement en retrait, une caractéristique propre aux primates. Dans d'autres moulages faits dans un sol mou, on peut voir des lignes très fines. Ce sont des crêtes dermiques, une caractéristique que l'on retrouve aussi chez les humains, dans les empreintes digitales ou les empreintes du pied. Il y a aussi d'autres éléments comme des lignes en forme de croissant qui indiquent une flexion du pied. Ce sont là des détails que très peu de gens auraient pu savoir, ni même un grand nombre de zoologues. Oui, en définitive, ces empreintes sont très convaincantes. Les sceptiques sont encore nombreux. Ils exigent des preuves plus tangibles que de simples moulages de pieds géants. Pour l'heure, du moins à ma connaissance, nous n'avons toujours pas de preuve ADN du Sasquatch. Nous avons des excréments. Plusieurs personnes en ont trouvé. Ils ressemblent à des excréments humains, mais beaucoup plus gros. Et l'analyse des échantillons montre qu'ils contiennent des poils et des restes de rongeurs. Ils ressemblent à des excréments humains, mais contiennent des choses que généralement les humains ne mangent pas. Le docteur Fahrenbach a obtenu plusieurs échantillons de poils prélevés sur les lieux de rencontre avec des Sasquatch. Ces poils ne correspondent à aucun primate connu jusqu'à maintenant. C'est très encourageant. C'est un premier pas. En admettant le fait que des groupes de Sasquatch vivent dans les forêts d'Amérique du Nord, comment expliquer qu'à ce jour, aucun cadavre n'ait été retrouvé? Sur la côte du nord-ouest Pacifique, nous avons un sol très acide. Il y a aussi tout un lot d'animaux charognards. Cela va des petits rongeurs comme les souris ou les mulots, aux plus grands prédateurs comme les loups, les coyotes ou les ours. Ces animaux dévorent les carcasses. En très peu de temps, il ne reste plus rien. Je n'ai jamais rencontré un seul chasseur d'ours qui disait avoir vu une carcasse d'ours, même après avoir passé 20 ou 30 ans à chasser. Nous ne savons pas non plus si les Sasquatch n'ont pas des rites pour disposer de leurs morts. Nous ne trouvons pas de Sasquatch parce que personne ne les cherche vraiment. Si vous survolez le Canada et vous regardez par les hublots, vous verrez qu'il y a des milliers de kilomètres carrés où il n'y a absolument rien. Il n'y a personne. Personne pour chercher. À la base, la situation est simple. On ne trouvera jamais le Sasquatch si personne ne le cherche. Et je parle ici d'une recherche intensive. Jusqu'à ce jour, le refus de la communauté scientifique de s'intéresser à la possible existence du Sasquatch est-il réellement justifié par la faiblesse des preuves ou par la force des préjugés? Jusqu'à présent, la réaction, c'est de dire « Ah non, il doit s'agir d'un ours qui marche sur ses pattes de derrière », quand on ne tombe pas simplement dans l'idée du canular et qu'on rejette tout. Je trouve cela très malheureux. Mais les choses s'améliorent. Le sujet progresse et certains de mes collègues commencent à s'y intéresser.
Le Sasquatch pourrait se révéler une toute nouvelle espèce, quelque chose à mi-chemin entre les pongidés et l'espèce humaine. Personnellement, je crois que le Sasquatch se situe plus près de l'espèce humaine que des pongidés. Des gens ont rapporté avoir décelé une lueur d'intelligence dans ses yeux, comme s'il s'agissait du cousin oublié de la famille des Homo sapiens. Mais encore là, tant et aussi longtemps que nous n'en aurons pas trouvé un, mort ou vivant, la question restera ouverte. Le scientifique américain Carl Sagan disait « Une affirmation extraordinaire demande une preuve extraordinaire ». Hélas, il faut bien reconnaître qu'au chapitre du Sasquatch, les preuves font difficilement le poids, des récits souvent invérifiables et quelques moulages. Mais l'histoire est pleine de rebondissements inattendus. Il y a un siècle à peine, les scientifiques du monde entier disaient que les gorilles de montagne n'étaient qu'un mythe. Alors qui sait ce que nous réserve l'avenir? Pour la plupart des chercheurs qui s'intéressent aux histoires de Sasquatch, ces créatures seraient les derniers représentants d'une espèce animale en voie de disparition. Quelques rares enquêteurs croient même que les Sasquatch seraient des extraterrestres. Il faut dire que dans l'univers des phénomènes étranges, les extraterrestres ont souvent le dos large. Aux dernières nouvelles, ils s'amuseraient même à jouer les savants fous avec nos animaux de ferme. Ridicule, pensez-vous? Ce n'est pas la vie de tout le monde. Comme elle le fait régulièrement, Madame Dorothy Verchomin, une fermière de Leduc, en Alberta, au volant de sa camionnette, monte au pâturage. Elle remarque l'une de ses génisses étendue dans l'herbe. Croyant la bête malade, la fermière arrête la camionnette et s'approche. Le triste spectacle de l'animal la laisse pantoise. La vache est couchée sur le côté, morte et mutilée, probablement depuis 2 jours. Elle a été amputée du rectum, de la vulve, des trayons, d'un œil et d'une oreille. Une grande surface de peau a aussi été prélevée autour du pis. Toutes ces incisions ont été faites avec une précision chirurgicale et la carcasse ne présente aucune marque de morsure qui pourrait laisser croire à des prédateurs. Comme tous les fermiers et fermières de la région, Madame Verchomin a, elle aussi, entendu parler de ces histoires de mutilations animales. Mais jusqu'à tout récemment, elle les avait toujours considérées avec un certain amusement. Mais voilà que depuis le mois d'avril, c'est la 4e de ces bêtes qu'elle trouve ainsi morte et mutilée. Dorothy Verchomin commence à croire qu'il n'y a peut-être pas de fumée sans feu. Chaque année, des centaines de têtes de bétail sont tuées et mutilées, tant aux États-Unis qu'au Canada. Évidemment, la plupart de ces décès sont attribuables à des prédateurs, comme des loups, des coyotes, et même à certains oiseaux charognards, comme des busards. Mais au-delà de ces constats, il existe toute une série de mutilations qui ne s'expliquent pas aussi aisément. Le phénomène des mutilations animales implique des animaux qui semblent être morts instantanément. On ne retrouve jamais d'empreintes autour de la carcasse. Et des organes comme la langue, un œil ou une oreille ont été prélevés. On note aussi des coupures à l'abdomen, au rectum, ou encore l'ablation totale des organes génitaux. Beaucoup de ces blessures ressemblent à des coupures au laser. Depuis les années 1970, durant la période où j'étais membre de la GRC, j'ai enquêté au moins sur 2 affaires de mutilation animale et je n'y ai rien vu d'étrange. Je sais que ces incidents se sont produits partout en Amérique du Nord, surtout durant les années 1970-80. J'ai lu plusieurs articles à ce sujet racontant que des centaines d'animaux avaient été trouvés morts et mutilés. Mais dans les faits, il n'y a là rien de vraiment inhabituel. Le phénomène n'est pas nouveau.
Déjà en 1967, un cheval est découvert mort et mutilé dans un buisson près de la réserve amérindienne de Sarcee en Alberta. L'année suivante, d'autres cas sont rapportés en Ontario et au Manitoba. Dans ce dernier cas, le bovidé a été amputé de ses organes génitaux, de la patte antérieure droite et d'une oreille. Les coupures sont très nettes et l'animal ne paraît pas avoir saigné. Plus tard, entre le 1er août et le 11 novembre 1979, 38 cas sont rapportés près de la frontière de l'Alberta et du Montana. Selon les agents de la GRC chargés de l'enquête, 13 de ces cas sont inexplicables. Les autorités favorisent alors la piste sectaire. L'implication de groupes occultes ou sataniques a toujours été associée à ces soi-disant mutilations animales. À savoir si cela est vrai, je ne saurais le dire. En regard des enquêtes que j'ai menées, je n'ai jamais rien trouvé me permettant d'identifier quelque groupe occulte ou satanique que ce soit qui aurait réellement été responsable de ces mutilations animales. À 2 ou 3 reprises, des agents de la GRC m'ont accompagné. L'un d'eux, et j'ignore s'il a écrit un rapport à ce sujet, a été très impressionné par ce qu'il a vu. Il a admis que tout cela était très étrange et qu'il ne s'agissait certainement pas de prédateurs. Chaque année, à travers tous les détachements où j'ai été impliqué, et en particulier dans les prairies, des agriculteurs disaient avoir trouvé des bêtes mortes. Elles étaient mortes de causes naturelles. Et lorsqu'une bête est morte depuis un certain temps, comment peut-on déterminer avec exactitude les causes de la mort? Par contre, il est clair que s'il s'agissait d'une cause extérieure, que ce soit un coup de feu ou un autre type de trauma, il y aurait des preuves. Or, dans les cas qui nous intéressent, il n'y a rien de cela. Ces vaches sont mortes de maladies ou d'autres causes tout à fait naturelles. Et c'est uniquement ce qui a pu être déterminé. En mal de responsables, certains ont fait circuler la rumeur voulant que ces barbaries soient dues à des expériences menées par des militaires ou par des groupes de recherche industriels ou encore à une mystérieuse agence gouvernementale. L'idée que ces mutilations puissent être liées à des opérations militaires m'apparaît plutôt bizarre. Le scénario de ces militaires se baladant la nuit pour mutiler des animaux semble tout à fait extraordinaire. Je n'y crois pas du tout. Le gouvernement et les compagnies pétrolières ont été pointés du doigt pour ces mutilations. Je n'y crois pas du tout. Certains ont prétendu que les compagnies pétrolières mutilaient des animaux pour connaître leur diète et voir s'ils n'avaient pas ingéré des aliments à haute teneur en carbone, ce qui pourrait être un indice de la présence de gisements souterrains. Mon ranch est plutôt riche en pétrole. Et ces gens ne sont jamais venus mutiler mes bêtes, ils ont préféré me poser la question. Depuis 1980, les autorités policières canadiennes semblent se désintéresser des cas de mutilations animales. Il semblerait même que plusieurs enquêtes n'ont jamais été complétées. Il faut comprendre qu'il y a des coûts liés aux enquêtes et que les agents, même s'il s'agit de régions rurales, font leur possible pour déterminer les causes d'un incident. Leur travail consiste à répondre aux plaintes et à déterminer s'il y a eu ou non une activité criminelle. Et si c'est le cas, leur mandat est d'arrêter le responsable et de le traduire devant les tribunaux. Ensuite, la justice suit son cours. Je ne vois aucune raison quelle qu'elle soit pour que la GRC ou toute autre agence gouvernementale agisse autrement en se disant « Tiens, on a trouvé une vache mutilée ici et tout font l'affaire ». Ça n'a aucun sens. En juin 2002, un fermier de Veteran en Alberta, Floyd Vetter, découvre l'une de ses vaches morte et mutilée. Toute la tête de l'animal a été écorchée.
ne laissant voir qu'un crâne dénudé. La bête n'a apparemment subi aucune autre mutilation. Curieusement, les branches des arbres situés à la verticale de la carcasse ont été brisées. On dirait que l'animal a été balancé du haut des airs après avoir été mutilé ailleurs. Autour, il n'y a aucune trace de sang ni de prédateur. Pour Floyd Vetter, le cas est clair. Le coupable ne pouvait venir que d'en haut. Je ne crois pas que ces mutilations soient l'œuvre des extraterrestres. Honnêtement, pourquoi viendraient-ils ici pour mutiler tous ces animaux? S'ils sont assez intelligents pour nous rendre visite, ils auraient certainement trouvé un moyen de discuter avec nous. Tout cela est ridicule. Jusqu'à présent, j'ai enquêté sur plus d'une centaine de cas. Je sais ce que peuvent faire ou non des prédateurs. Dans certains cas, on a relevé de la radioactivité sur les carcasses ou autour. Dans d'autres cas, le champ magnétique présentait des anomalies. Dans plusieurs incidents, le sang n'était plus que de l'hémoglobine. Or, d'après le Dr Levengood du Michigan, qui a travaillé à partir de mes échantillons, réduire le sang à l'état d'hémoglobine et ce directement sur le terrain équivaut à faire une chirurgie du cerveau dans une cuisine avec des ustensiles. Cela n'a pas plus de sens. J'ai enquêté sur un cas où les os étaient noircis et les graisses littéralement fondues sur les os de l'animal. Il ne restait que les collagènes. Pour tirer des collagènes de la graisse animale, il faut la chauffer avec des micro-ondes. Je ne vois toujours pas quel est le lien avec les ovnis, mais cela demeure un phénomène intéressant. C'est sans doute un sujet qui mérite d'être étudié, mais je souhaiterais y voir plus de vétérinaires spécialisés en pathologie animale. Jusqu'à maintenant, hélas, les enquêtes ont été laissées aux amateurs d'ovnis qui, bien entendu, n'ont aucune connaissance en pathologie animale. Or, il est essentiel que le sujet soit confié à des gens ayant autorité en la matière. Au Canada, je suis le seul enquêteur sur ce sujet. Il m'est arrivé de travailler de concert avec la GRC et des vétérinaires. Ces derniers sont plutôt réticents à parler de ce sujet. Certains ont même refusé de se rendre près de la carcasse. Les cas de mutilations animales sont aussi troublants aujourd'hui qu'ils l'étaient en 1967. Dans la mesure où les seuls témoins de ces barbaries sont les bêtes présentes qui ont été épargnées, on peut imaginer que les coupables auront le champ libre encore bien longtemps. À ce jour, aucune enquête officielle n'a jamais été menée au Canada pour expliquer ces mutilations animales. Par contre, aux États-Unis, un ancien agent du FBI, Kenneth Rommel, chargé d'enquêter sur ce phénomène, attribue dans son rapport l'adhésion aux hypothèses bizarres au niveau d'éducation des agriculteurs et des amateurs. Une conclusion qui est loin de faire l'unanimité. Comme quoi, ce sont les préjugés qui, parfois, nourrissent le mystère. Une histoire de pêcheur. Voilà une expression consacrée qui exprime l'incrédulité face à l'exagération de certains conteurs. Mais qu'aurait à gagner un pêcheur à raconter avoir vu un monstre marin sorti tout droit du parc jurassique? Pour les témoins involontaires de ces rencontres fantastiques, l'existence de tels animaux fabuleux ne fait plus aucun doute. À cause de leurs convictions, ils doivent subir la moquerie et le sarcasme. Au Québec, cette bête fabuleuse a un nom. Memphrey. Au matin du 18 mai 2003, le lac Memphremagog est pratiquement désert. Jean Grenier, un résident de Magog, une petite ville située sur les rives du lac, s'apprête à acheter sa ligne. Grenier remarque des reflets insolites, comme si l'eau était agitée par un remous. Soudain, une forme sombre brise la surface, sans provoquer d'éclaboussures.
Pendant près de 3 minutes, Jean Grenier va observer la chose. Il ne voit ni la tête, ni la queue. Mais pour lui, il s'agit bel et bien d'un animal, et d'un gros. Le pêcheur de Magog n'oubliera jamais cette matinée. Ce jour où il a vu Memphrey, le légendaire monstre du lac Memphrey-Magog. Situé en Estrie, au Québec, le lac Memphrey-Magog fait 52 km de long, dont 22 km se trouvent au Vermont, en territoire américain. Depuis 2 siècles, on raconte qu'une bête étrange habiterait ces eaux. Déjà au tout début de la colonie, les Amérindiens racontaient qu'ils ne se baignaient jamais dans le lac à cause des anacondas, ce qui signifie serpent géant. L'histoire de Memphrey, en réalité, ça provient de l'histoire du lac Memphrey-Magog. Dans la géographie des frères des écoles chrétiennes du Québec, là, en 1870, on nous dit qu'il n'y a pas d'animaux nuisibles au Canada, sauf le monstre qui se montre gratis au lac Memphrey-Magog. Le nombre d'observations par année depuis que je m'occupe d'étudier ce phénomène-là, c'est environ une moyenne de 3 apparitions par année. Mais dans une année, on a eu jusqu'à 14 apparitions. Et nous avons eu des apparitions qui sont assez convaincantes. Exemple, le matin, on a des apparitions à Newport, aux États-Unis, c'est-à-dire dans la partie sud du lac, le Memphrey-Magog, vers, disons, 10 heures l'avant-midi. Et le soir, à 5 heures, environ une dizaine de milles de là, les mêmes phénomènes sont observés par différentes personnes. Alors, c'est assez convaincant. Parmi ces observations, citons celle de M. Adrien Rompré. Le 5 mai 2000, ce retraité de la police de Montréal observe depuis sa maison en bordure du lac un sillage qui se déplace rapidement à la surface de l'eau. Je croyais que c'était mon voisin qui sortait son bateau. C'est ça qui a attiré mon attention, parce que je croyais jamais à ce que M. Boisvert disait quand les gens lui racontaient qu'il avait vu Memphrey qui appelle. Mais moi, j'y croyais pas. Mais là, en apercevant ce phénomène, cette bête, je me suis dit, c'est Memphrey. Hey, Claire! Claire, viens ici. Voir. Vu que c'était ça, j'ai appelé mon épouse. Puis je dis, viens voir, il y a quelque chose d'étrange dans l'eau. Elle est venue avec moi. Et puis là, elle s'est aperçue comme moi que c'était quelque chose qu'on ne voyait jamais dans le lac. C'était la vague de ce poisson-là. Pas poisson, parce que c'est pas un poisson. C'est cette bête-là qui s'approchait, qui sortait de l'eau, qui remontait, qui plongeait. Et puis qu'on a regardé un bon moment ensemble. Ça ressemblait pour moi à une loutre de mer. Je peux pas dire que ça peut être ça, mais en tout cas, c'est quelque chose de très étrange, qui était de 4 à 6 pieds de longueur, et puis une tête assez prononcée, des gros yeux, avec des poils de chaque bord de la bouche. Là, à un moment donné, on l'a perdu de vue parce qu'il a plongé profondément, fort probable parce qu'on ne l'a pas revu. À la question qu'on me pose assez souvent, s'il y a eu des recherches scientifiques à essayer de prouver l'existence ou la non-existence de ce phénomène, je dois dire qu'une année, un élève du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, est venu ici, puis avec un de mes amis, a fait la longueur du lac, aller-retour, avec ce qu'on appelle un side scan.
Et on n'avait rien trouvé d'anormal à ce moment-là. On n'avait rien trouvé qui pouvait prouver qu'il y avait une créature dans le lac de Memphremagog. Vu que je suis un guide de pêche sur le lac Memphremagog, c'est que je trôlais un matin à la truite grise avec un laitier de Ville-Jacques-Cartier. Le 18 juin 1989, M. Charland, accompagné de son client, pêche dans les eaux profondes du lac. Soudain, son sonographique lui retransmet l'écho d'une masse sous-marine importante qui remonte droit sur eux. Tout d'un coup, j'ai dit à M. Hamel, j'ai dit, fais attention, j'ai dit, je pense qu'on va le virer en envers. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Sur le sonore, il venait justement d'enregistrer là, une grosse masse là, qui n'était pas naturelle. Pour la bonne raison, j'étais assez accoutumé à passer à ce place-là. C'est pas une roche, c'est pas ça. Fait que j'ai dit, tiens, le bateau, ça va arriver. Mais contre toute attente, la bête émerge à quelques mètres de la chaloupe. Charland et son compagnon peuvent à loisir détailler la bête. Elle a une tête semblable à celle d'un hippocampe et sa peau est foncée et luisante. En m'en allant, j'ai vu que c'était sa grosseur d'un cheval environ, puis une queue qui est à peu près de 12 à 14 pieds. Et puis ça avait 2 pattes en avant. Il était debout. Et puis quand j'ai pas couru après, mais j'ai cherché à le voir de plus près. J'ai mis le moteur au bout. Et puis quand on est arrivé à peu près à 150-200 pieds de lui, il a plongé. Si pour certains le monstre ne serait rien d'autre qu'un grand poisson de fond, comme un esturgeon, M. Charland et beaucoup d'autres sont convaincus du contraire. Non, non, c'est un phénomène, ça. Puis pas l'avoir vu, je vous dirais, je l'ai pas vu, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Propres yeux, là, c'est d'anormal. Puis l'autre gars qui était avec moi, il l'a vu, lui, avec. Lui, il voulait plus retourner, il voulait plus retourner sur le lac. Ils dit, on va pareil ici, puis on va s'en aller. À cette heure, je ne sais pas s'il y en a plusieurs dans ce lac-là, mais je n'ai vu un une fois, puis je vais monter en plus en revoir d'autres. Si aujourd'hui la présence d'un grand animal aquatique dans les eaux du lac Memphremagog est à peu près acquise, son identité zoologique est en revanche loin d'être établie. C'est difficile à dire parce que on est en 2005 et la semaine dernière, je lisais dans le journal Actualité qu'on venait encore de découvrir des nouvelles espèces d'animaux sur la Terre. Là, je ne vous parle pas là, dans l'eau, sur la Terre. Et la même chose dans l'eau, on découvre des milles et des milles de nouvelles espèces d'animaux dans l'eau à tous les ans. Alors, c'est pas facile de se prononcer sur ça, parce qu'on n'a jamais encore trouvé qu'est-ce que c'était, disons, les monstres marins à travers le monde. Lac Memphremagog. And it's your vacation? Oui. My vacation. Dans la belle Provence. Ben ouais. Ces images proviennent d'une bande vidéo amateur tournée le 12 août 1997 par une vacancière, Patricia de Brouin-Fournier, et son mari. Alors que le couple pêche tranquillement en cette belle journée, quelque chose d'insolite va se produire. À ce moment-là, mon épouse filmait comme elle le fait souvent. Nous avons soudain aperçu une vague créée par un objet. Nous l'avons observée pendant 10 ou 15 secondes, puis elle a disparu comme si l'objet qui en était responsable avait replongé. C'est un très court clip. C'est bizarre. Vraiment bizarre. L'objet se déplaçait beaucoup trop vite pour être un tronc d'arbre. Pour moi, il est clair que c'était un objet animé qui faisait cette vague à la surface. Je ne saurais dire s'il s'agissait d'un poisson, mais si c'est le cas, il devait être très gros.
Mais de ce que j'en sais, les poissons de cette taille ne nagent pas comme ça juste sous la surface. Mais je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce que c'était. Ce film sera soumis à des experts qui s'avoueront incapables d'identifier la bête du lac. Esturgeon bicentenaire? Dinosaure échappé du parc Jurassique? Espèce lacustre inconnue? Toutes ces hypothèses semblent des plus improbables. Mais improbable n'est pas impossible. Sherlock Holmes disait, une fois que vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, même improbable, doit être la vérité. Lorsqu'il est question d'enquêter sur ces phénomènes étranges, comme celui du monstre du lac Memphremagog, la recherche se fait piéger dans un cercle vicieux. Pour obtenir une preuve convaincante, les chercheurs ont besoin d'équipements, de moyens et d'une logistique importante. Un genre d'enquête qui nécessite d'importants déboursés. Mais sans preuve digne de ce nom, aucun bailleur de fonds n'est prêt à investir dans ces recherches. Et sans investissement, il est impossible de prouver ces phénomènes. Et pourtant, ces histoires de pêcheurs persistent. En parcourant les annales des cryptozoologues, ces passionnés qui s'intéressent aux espèces légendaires et à celles officiellement disparues de la surface du globe, la Terre paraît un endroit bien étrange. Des forêts de la côte ouest de l'Amérique du Nord aux profondeurs abyssales du Pacifique, il existerait des dizaines de créatures fabuleuses encore inconnues de la zoologie. Qui n'a pas entendu parler du monstre du Loch Ness ou du Yéti, l'abominable homme des neiges de l'Himalaya? Il y a aussi leurs cousins plus discrets, comme le Mokele Mbembe, un dinosaure nain qui vivrait dans les forêts du continent africain. Ou encore les Thunderbirds, ces oiseaux géants sortis tout droit des mythologies amérindiennes. Alberta, 1925. Deux touristes accostent avec leur canot sur la rive d'un lac, un endroit paradisiaque au pied des montagnes rocheuses. Alors qu'ils sortent leur embarcation de l'eau, ils remarquent un grand oiseau brun, très haut dans le ciel. D'où il se trouve, ils supposent qu'il s'agit d'un aigle. Mais plus ils se rapprochent, plus ils ont l'impression que sa taille est démesurée. L'oiseau semble transporter un gros objet. Comme l'animal fonce droit sur eux, les touristes se mettent à hurler pour le distraire. Le volatile, peut-être effrayé par cette soudaine agitation, laisse alors tomber sa prise, puis disparaît derrière une colline proche. Les deux hommes se précipitent à l'endroit où est tombée la proie. À leur grand étonnement, il ne s'agit ni d'un lièvre ni d'un écureuil, mais d'un animal de bien plus grande taille. Ils apportent la carcasse à l'agent du parc pour la faire peser. Résultat, 6 kilos. Qu'un oiseau de proie puisse emporter dans les airs une prise d'1 ou 2 kilos, c'est déjà extraordinaire. Mais une proie de 6 kilos, c'est très improbable. À moins qu'il ne s'agisse d'un oiseau hors du commun, comme ces légendaires Thunderbirds, si souvent évoqués dans les légendes amérindiennes. Les Thunderbirds sont d'immenses oiseaux prédateurs, dont l'envergure des ailes est au moins 2 fois plus étendue que celle du condor des Andes, que l'on retrouve en Amérique du Sud, et qui est considéré comme le plus grand oiseau au monde. Les références historiques relatives à l'existence d'oiseaux géants ne manquent pas. En Amérique, la plupart des traditions autochtones parlent d'oiseaux géants. On en trouve des représentations dans l'art pictural amérindien et dans les totems. En fonction des communautés autochtones, ces oiseaux géants portent divers noms. Dans la culture populaire, on les appelle les Thunderbirds. Leur nom le plus populaire est Thunderbird. Au printemps, lorsque les tempêtes frappent les régions du Nord, que ce soit la région des Grands Lacs ou la côte du Nord-Ouest Pacifique, de l'Ontario à la Colombie-Britannique, on raconte que le vol migratoire des Thunderbirds les amène à nicher dans ces régions. Et c'est ainsi que les Amérindiens sont venus à désigner ces endroits comme étant les lieux où venaient nicher les Thunderbirds. À en croire la tradition autochtone, les Thunderbirds auraient disparu un peu avant l'arrivée de l'homme blanc en terre d'Amérique. Toutefois, des témoignages semblent indiquer que certains de ces immenses volatiles auraient peut-être survécu jusqu'à nos jours. En septembre 1974, Daniel Caron de Louvicourt au Québec arrive chez lui. Il aperçoit un gros oiseau s'abreuvant dans une mare d'eau.
Très étonné de la taille du volatile, qu'il estime à plus d'1 mètre, il court alerter sa sœur. Les deux jeunes gens décident alors de s'en approcher, mais le volatile découvre leur présence et s'envole aussitôt. Le lendemain, leur voisin aperçoit à son tour le même gros oiseau. Dès qu'il tente de s'en approcher, l'animal s'envole. « 24 heures plus tard, Suzanne Caron le revoit dans sa cour. Elle crie à son voisin que l'oiseau est de retour. Harry! Là! Le jeune homme se précipite avec sa carabine de calibre 22 et fait feu sur le volatile, sans toutefois le toucher. Au bruit des détonations, l'oiseau s'enfuit en battant lentement des ailes. On ne le reverra plus. En 1977, en Illinois, s'est produit une affaire célèbre. Un jeune garçon de 10 ans, Marlon Lowe, a été agrippé par un oiseau géant et emporté sur plusieurs dizaines de mètres avant d'être relâché. L'affaire s'est produite devant ses camarades de jeu et plusieurs adultes. Tous ont été témoins. Pour les zoologues, les Thunderbirds ne sont que des animaux de légende. Les récits s'expliqueraient vraisemblablement par des condors de Californie, des aigles royaux ou des vautours vus dans des conditions particulières ou par des observateurs inexpérimentés. Mais la surprise et l'inexpérience des témoins n'expliquent pas tout. Certains de ces récits proviennent de pilotes d'avion qui auraient croisé ces mystérieux volatiles. Si aucun oiseau de la faune actuelle ne correspond aux descriptions des Thunderbirds, il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a des milliers d'années, le ciel de l'Amérique du Nord était sillonné par d'immenses oiseaux, les teratornes. La présence des Thunderbirds est souvent liée aux vautours teratornes, dont l'existence est connue via les fossiles. À une époque, ces oiseaux étaient très répandus, comme le prouve la découverte de nombreux fossiles, et ce, particulièrement en Californie. L'envergure de ces oiseaux pouvait facilement atteindre 5 à 6 mètres. On a même trouvé des fossiles qui suggèrent qu'ils pouvaient être encore plus grands. Ce sont là d'excellents candidats pour expliquer l'existence actuelle des Thunderbirds. Si la plupart des témoins s'accordent pour dire que les Thunderbirds ressemblent à des aigles gigantesques, d'autres parlent plutôt d'oiseaux semblables aux teratornes. En octobre 2002, des autochtones d'Alaska ont rapporté avoir vu un oiseau aussi grand qu'un avion et ressemblant à un ptérodactyle. À la même époque, Nina Fulford, une artiste de New Westminster en Colombie-Britannique, a vu elle aussi l'un de ces mystérieux ptérodactyles. Il était immense, avec des ailes énormes. On aurait dit qu'il volait au ralenti. Son cou était très long et sa tête, très petite, portait une crête. Ses pattes étaient minces et pendaient. Sa queue était longue et se terminait avec un appendice en forme de V. L'idée que des ptérodactyles aient survécu jusqu'à nos jours relève de l'utopie. Pourtant, de nombreux témoins jurent que c'est exactement ce qu'ils ont vu. Pour les sceptiques, seule une preuve matérielle pourrait clore le débat. Or, en dépit des centaines de témoignages, aucune preuve convaincante n'a jamais été présentée. Ni spécimen, ni carcasse, ni plume. Quant aux clichés et films montrant de soi-disant Thunderbirds, ceux-ci sont loin d'être convaincants, quand ils ne sont pas tout simplement de vulgaires trucages. Mais qui sait ce que tous ces témoins ont réellement vu? Volant, nageant ou rampant, les animaux mythiques, réels ou imaginaires, fascinent par leur caractère intemporel. Ils sont de toutes les cultures et de toutes les légendes. C'est justement cette omniprésence à travers les âges qui amène les cryptozoologues à conclure qu'il n'y a certainement pas de fumée sans feu. Après tout, des témoins sur des décennies, voire des siècles, ne peuvent pas tous s'être trompés à ce point.
Quand l'inconnu ébranle jusqu'à notre confiance en ce monde, notre imagination s'emballe. Mais les vrais mystères, ceux qui défient toutes les explications rationnelles, ne sont-ils pas une porte ouverte sur la véritable connaissance? Vers 18 h, de retour à la maison, M. Chapman retrouvera celle-ci désertée. Un baril de 45 gallons, où il gardait du saumon fumé, est vidé de son contenu. À proximité, des empreintes de pieds de 40 cm de long. Par chance, il retrouvera sa famille saine et sauve, marchant à sa rencontre. L'incident attire l'attention de Joe Dunn, shérif dans l'État de Washington. Celui-ci s'intéresse à ces histoires de géants velus. Il dessinera et moulera ces traces de pas géants qui deviendront l'une des principales preuves de l'existence des Sasquatch. En 1967, Roger Patterson et Bob Gilman capturent ces images qui nous prouvent l'existence de ce que les Amérindiens appelaient le Sasquatch. Le film a été étudié par une foule de scientifiques qui ont conclu que cette créature était bien réelle. Mais il est vrai aussi qu'il y a eu de nombreuses affirmations contraires. Néanmoins, pour l'heure, toutes les études menées sur le film s'entendent à dire qu'il s'agit bel et bien d'un Bigfoot. Bigfoot pour certains, Sasquatch pour d'autres, le mythe semble devenu réalité. Si le nom de la créature diffère, la description qu'en ont fait les témoins est toujours la même, peu importe l'endroit où l'on se trouve. Le phénomène du Sasquatch est très intriguant. On le retrouve à peu près dans toutes les provinces canadiennes et dans presque tous les États américains. Pourtant, et c'est le cœur du problème, malgré cette grande répartition, la créature ne laisse que très peu de traces derrière elle. En tant que biologiste de la faune, je dépends des empreintes que laisseraient par exemple des mammifères pour estimer leur nombre dans une région donnée. Nous ne voyons pas souvent d'ours ou d'autres petits mammifères parce qu'il s'agit surtout d'animaux nocturnes. C'est pourquoi nous dépendons des empreintes. Un premier témoignage nous vient de l'explorateur David Thompson, qui affirme avoir découvert près de Jasper en 1811, sur les pentes enneigées d'un glacier, toute une série d'empreintes géantes. Et, selon lui, ce n'était pas celle d'un ours ou d'un grizzly. Mais depuis ce temps, tous les cas rapportant des traces de pas géants n'ont pas toujours été dignes de foi, car nombreux sont ceux qui ont cherché la gloire et la popularité en créant eux-mêmes ces pieds géants sculptés dans des plaques de bois. Malheureusement pour eux, les moulages ont permis de faire la différence entre ces canulars et les véritables empreintes d'origine inconnue. Il n'en demeure pas moins que selon les experts, il faudrait imaginer une créature d'environ 300 kilos pour laisser derrière elle des empreintes si troublantes. Dans plusieurs cas, il a été établi que les empreintes avaient été faites par un pied doué d'une articulation dynamique. Il est qu'elle trouve ainsi morte et mutilée. Dorothy Verchomin commence à croire qu'il n'y a peut-être pas de fumée sans feu. Chaque année, des centaines de têtes de bétail sont tuées et mutilées, tant aux États-Unis qu'au Canada. Évidemment, la plupart de ces décès sont attribuables à des prédateurs, comme des loups, des coyotes, et même à certains oiseaux charognards, comme des busards. Mais au-delà de ces constats, il existe toute une série de mutilations qui ne s'expliquent pas aussi aisément. Le phénomène des mutilations animales implique des animaux qui semblent être morts instantanément. On ne retrouve jamais d'empreintes autour de la carcasse. Et des organes comme la langue, un œil ou une oreille ont été prélevés. On note aussi des coupures à l'abdomen, au rectum, ou encore l'ablation totale des organes génitaux. Beaucoup de ces blessures ressemblent à des coupures au laser.
Depuis les années 1970, durant la période où j'étais membre de la GRC, j'ai enquêté au moins sur 2 affaires de mutilation animale et je n'y ai rien vu d'étrange. Je sais que ces incidents se sont produits partout en Amérique du Nord, surtout durant les années 1970-80. J'ai lu plusieurs articles à ce sujet racontant que des centaines d'animaux avaient été trouvés morts et mutilés. Mais dans les faits, il n'y a là rien de vraiment inhabituel. Le phénomène n'est pas nouveau. Déjà en 1967, un cheval est découvert mort et mutilé dans un buisson près de la réserve amérindienne de Sarcee en Alberta. L'année suivante, d'autres cas sont rapportés en Ontario et au Manitoba. Dans ce dernier cas, le bovidé a été amputé de ses organes génitaux, de la patte antérieure droite et d'une oreille. Les coupures sont très nettes et l'animal ne paraît pas avoir saigné. Plus tard, entre le 1er août et le 11 novembre 1979, 38 cas sont rapportés près de la frontière de l'Alberta et du Montana. Selon les agents de la GRC chargés de l'enquête, 13 de ces cas sont inexplicables. Les autorités favorisent alors la piste sectaire. L'implication de groupes occultes ou sataniques a toujours été associée à ces soi-disant mutilations animales. À savoir si cela est vrai, je ne saurais le dire. En regard des enquêtes que j'ai menées, je n'ai jamais rien trouvé me permettant d'identifier quelques groupes occultes ou sataniques que ce soit. Il a aussi été démontré que leur profondeur était plus prononcée que la profondeur d'une empreinte humaine. On a aussi observé sur de nombreuses empreintes des marques de poussée et un bris dans l'ossature de l'arche du pied. Tous ces détails indiquent que ces traces n'ont pas été faites par des hommes. Nous n'avons pas ce genre de bris dans l'arche du pied, comme celui visible sur certaines empreintes de Sasquatch. Ces moulages présentent de nombreuses caractéristiques montrant différents aspects dans l'anatomie du pied du Sasquatch. L'un d'eux est le gros orteil légèrement en retrait, une caractéristique propre aux primates. Dans d'autres moulages faits dans un sol mou, on peut voir des lignes très fines. Ce sont des crêtes dermiques, une caractéristique que l'on retrouve aussi chez les humains, dans les empreintes digitales ou les empreintes du pied. Il y a aussi d'autres éléments comme des lignes en forme de croissant qui indiquent une flexion du pied. Ce sont là des détails que très peu de gens auraient pu savoir, ni même un grand nombre de zoologues. Oui, en définitive, ces empreintes sont très convaincantes. Les sceptiques sont encore nombreux. Ils exigent des preuves plus tangibles que de simples moulages de pieds géants. Pour l'heure, du moins à ma connaissance, nous n'avons toujours pas de preuve ADN du Sasquatch. Nous avons des excréments. Plusieurs personnes en ont trouvé. Ils ressemblent à des excréments humains, mais beaucoup plus gros. Et l'analyse des échantillons montre qu'ils contiennent des poils et des restes de rongeurs. Ils ressemblent à des excréments humains, mais contiennent des choses que généralement les humains ne mangent pas. Le docteur Fahrenbach a obtenu plusieurs échantillons de poils prélevés sur les lieux de rencontre avec des Sasquatch. Ces poils ne correspondent à aucun primate connu jusqu'à maintenant. C'est très encourageant. C'est un premier pas. En admettant le fait que des groupes de Sasquatch vivent dans les forêts d'Amérique du Nord, comment expliquer qu'à ce jour, aucun cadavre n'ait été retrouvé? Sur la côte du nord-ouest Pacifique, nous avons un sol très acide. Il y a aussi tout un lot d'animaux charognards, cela va des petits rongeurs comme les souris ou les mulots, aux plus grands prédateurs comme les loups, les coyotes ou les ours. Ces animaux dévorent les carcasses. En très peu de temps, il ne reste plus rien. Je n'ai jamais rencontré un seul chasseur d'ours qui disait avoir vu une carcasse d'ours, même après avoir passé 20 ou 30 ans à chasser. Nous ne savons pas non plus si les Sasquatch n'ont pas des rites pour disposer de leurs morts. Nous ne trouvons pas de Sasquatch parce que personne ne les cherche vraiment. Si vous survolez le Canada et vous regardez par les hublots, vous verrez qu'il y a des milliers de kilomètres carrés où il n'y a absolument rien. Il n'y a personne. Personne pour chercher. À la base, la situation est simple. On ne trouvera jamais le Sasquatch si personne ne le cherche. Et je parle ici d'une recherche intensive. Jusqu'à ce jour, le refus de la communauté scientifique de s'intéresser à la possible existence du Sasquatch est-il réellement justifié par la faiblesse des preuves ou par la force des préjugés?
Jusqu'à présent, la réaction, c'est de dire « Ah non, il doit s'agir d'un ours qui marche sur ses pattes de derrière », quand on ne tombe pas simplement dans l'idée du canular et qu'on rejette tout. Dans un monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est aussi intriguant, rien n'est aussi fascinant et angoissant que le sentiment du mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. En 1941, une famille de Ruby Creek est chassée de sa ferme à la suite d'une vision d'horreur. Quel animal a laissé ses empreintes mystérieuses? Des vaches mutilées tombent du ciel. Une nouvelle plaie d'Égypte? Ça demande explication. Mais y a-t-il une seule hypothèse vraisemblable? En mai 2000, un policier à la retraite observe depuis sa maison en bordure du lac Memphremagog un étrange sillage. S'agirait-il de Memphré, le monstre des légendes amérindiennes? Des oiseaux géants, des Thunderbirds, ornent les totems des tribus de la côte ouest canadienne. Ces volatiles auraient-ils existé dans un passé récent? Des témoins jurent que oui. Chaque mystère recèle sa part d'inconnu. Rien n'est si angoissant et fantastique que l'inconnu. Ici Michel Dumont. Bienvenue à Dossier Mystère. À en croire la littérature, des hominidés géants, mi-homme, mi-animal, vivaient cachés dans les vastes forêts de la côte ouest du continent nord-américain, de la Colombie-Britannique à la Californie. Au Canada, on les surnomme Sasquatch, un terme amérindien qui signifie l'homme sauvage de la forêt. Mais au-delà des légendes, cet abominable homme des bois d'Amérique existe-t-il vraiment? Certains en sont convaincus. À l'automne 1941, près de Ruby Creek en Colombie-Britannique, un des enfants de la famille Chapman entre à la maison en annonçant qu'une grosse vache vient de sortir de la forêt. À la place d'une vache, Madame Chapman aperçoit une créature haute de 3 mètres dont le corps est couvert d'une fourrure sombre qui avance vers la maison. Ils prendront tous la fuite jusqu'au village de Ruby Creek en longeant la rivière Fraser. Je trouve cela très malheureux. Mais les choses s'améliorent. Le sujet progresse et certains de mes collègues commencent à s'y intéresser. Le Sasquatch pourrait se révéler une toute nouvelle espèce. Quelque chose à mi-chemin entre les pongidés et l'espèce humaine. Personnellement, je crois que le Sasquatch se situe plus près de l'espèce humaine que des pongidés. Des gens ont rapporté avoir décelé une lueur d'intelligence dans ses yeux, comme s'il s'agissait du cousin oublié de la famille des Homo sapiens. Mais encore là, tant et aussi longtemps que nous n'en aurons pas trouvé un mort ou vivant, la question restera ouverte. Le scientifique américain Carl Sagan disait « Une affirmation extraordinaire demande une preuve extraordinaire ». Hélas, il faut bien reconnaître qu'au chapitre du Sasquatch, les preuves font difficilement le poids. Des récits souvent invérifiables et quelques moulages. Mais l'histoire est pleine de rebondissements inattendus. Il y a un siècle à peine, les scientifiques du monde entier disaient que les gorilles de montagne n'étaient qu'un mythe. Alors qui sait ce que nous réserve l'avenir? Pour la plupart des chercheurs qui s'intéressent aux histoires de Sasquatch, ces créatures seraient les derniers représentants d'une espèce animale en voie de disparition. Quelques rares enquêteurs croient même que les Sasquatch seraient des extraterrestres. Il faut dire que dans l'univers des phénomènes étranges, les extraterrestres ont souvent le dos large.
Aux dernières nouvelles, il s'amuserait même à jouer les savants fous avec nos animaux de ferme. Ridicule, pensez-vous? Ce n'est pas la vie de tout le monde. Comme elle le fait régulièrement, Madame Dorothy Verchomin, une fermière de Leduc, en Alberta, au volant de sa camionnette, monte au pâturage. Elle remarque l'une de ses génisses étendue dans l'herbe. Croyant la bête malade, la fermière arrête la camionnette et s'approche. Le triste spectacle de l'animal la laisse pantoise. La vache est couchée sur le côté, morte et mutilée, probablement depuis 2 jours. Elle a été amputée du rectum, de la vulve, des trayons, d'un œil et d'une oreille. Une grande surface de peau a aussi été prélevée autour du pis. Toutes ces incisions ont été faites avec une précision chirurgicale et la carcasse ne présente aucune marque de morsure qui pourrait laisser croire à des prédateurs. Comme tous les fermiers et fermières de la région, Madame Verchomin a, elle aussi, entendu parler de ces histoires de mutilations animales. Mais jusqu'à tout récemment, elle les avait toujours considérées avec un certain amusement. Mais voilà que depuis le mois d'avril, c'est la 4e de ces